d'en parler, qui est donc une série de peintures de Thomas Cole, qui est un artiste anglo-américain de ce qu'on appelle le romantisme américain, c'est-à-dire ce qu'on appelle exactement la Hudson School River, qui est ce romantisme, premier romantisme américain. C'est une série de peintures qui ont été achevées et installées en 1936 et qui s'appelle Le destin des empires. Ces 5 peintures, donc je vais essayer de vous en parler ou essayer de vous décrire. Alors pourquoi je vous parle de ça? Pour plusieurs raisons. 1, parce que ça dit quelque chose sur l'état du monde en 1936. 2, ça dit quelque chose sur le romantisme américain. Et surtout 3, ça va nous dire quelque chose sur un machin qui va modifier de manière absolument fondamentale ce qu'on appelle l'histoire des images et ce qu'on appelle la nécessité des images dans ce début des États-Unis, dans le cœur d'un capitalisme, etc. Donc j'ai essayé de vous décrire tout ça et je vais essayer de vous dire des choses autour de tout ça. Ça, c'est un dessin original de Thomas Cole, qui était donc, parce que le truc est une commande, que ça existe encore toujours dans le même bâtiment, c'est une commande d'un très riche négociant anglais qui s'appelait Luman Reed, qui a commandé à Cole cette représentation de la montée et du déclin des empires. Et donc ces 5 tableaux qui vont représenter à la fois du petit matin jusqu'au soir et les saisons, et qui vont représenter la construction de la civilisation et l'effondrement de la civilisation. Préoccupation évidemment américaine très étrange, très complexe, et donc on va fabriquer des images qui vont tenter de dire quelque chose autour de ça. Là, vous avez l'ordre à peu près, enfin pas à peu près, vous avez l'ordre autour de la cheminée. Et donc dans l'ordre, vous avez ici, qui est donc ce qu'on appelle l'état sauvage, enfin ce que Cole appelle l'état sauvage. Ici, vous avez l'état arcadien. Ici, vous avez l'Empire, la gloire de l'Empire. Ici, vous avez la chute de l'Empire. Et ici, vous avez l'état de désolation. Je vais vous montrer les images après. Voilà, ça fait les images à peu près, s'il fallait reconstituer, ça donnerait à peu près ça autour d'une cheminée. Donc ici, vous avez l'état primitif. Ah non, je me suis trompé. L'état primitif est là, il est en dessous. Je me suis trompé ou pas? Ah non, si c'est bon, pardon, c'est moi qui dis... Non, pardon, je ne me suis pas trompé. Donc ici, vous avez l'état primitif, l'état arcadien, le triomphe de l'Empire, la chute de l'Empire et la désolation. Donc je vais essayer de vous tourner autour de ces images pour arriver à vous donner des choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a 2 grandes références derrière tout ça. La première référence, c'est évidemment un texte qui est beaucoup plus ancien, puisque ça date de 1726, qui est le texte de Berkeley, qui est le fameux texte Verse on Prospect of Planning Art and Learning America, qui est cette chose qui va énoncer le grand projet de ce qu'est le paysage américain et de la reconfiguration de cette idée qu'un monde nouveau pourrait apparaître dans ce monde nouveau et la construction d'un empire qui pourrait être nouveau. On est un siècle plus tard et évidemment on est déjà dans un état un état compliqué de ce que sera cet empire. Et évidemment, l'autre texte extrêmement important, qui est le texte de 1818 de Lord Byron, qui s'appelle Le pèlerinage de Childe Harold, qui est une reconstruction complète de cette question du paysage américain, cette reconstruction complète de ce qu'est l'attente depuis le paysage en vue de la reconfiguration d'un monde complet. Il faut savoir que Thomas Cole a décrit d'une manière extrêmement précise ces 5 tableaux, puisque ça a été publié dans le New York Monthly Magazine en 1936, en même temps que ce tableau a été livré chez le commanditaire. Il en a fait donc le dessin que vous avez vu qui a été publié, et il en a fait une description absolument complète. Donc si vous avez besoin, je vous renvoie à la description, ça se trouve absolument partout, c'est pas très compliqué. Moi, je vais essayer de m'enfoncer dans des trucs pour essayer de vous indiquer 2-3 petites choses sur ça. Ce que vous pouvez voir dans un premier truc, c'est que la totalité des 5 tableaux sont construits avec le même paysage, mais simplement un petit point de vue décalé. Ici, vous avez le promontoire rocheux, le promontoire rocheux, le promontoire rocheux, le promontoire rocheux, le promontoire rocheux. Et c'est juste, Cole va se déplacer comme ça et va orienter sa visée depuis le promontoire en ayant au centre une problématique, il y a une rivière qui rentre, une embouchure, et donc là, vous voyez de très loin, je vais vous les montrer en plus grand, là, vous voyez, là, on est en plein centre, puisque c'est même le pont qui va mesurer la traversée de cet objet avec le promontoire qui est beaucoup plus loin. Et puis là, évidemment, on y est toujours, et là, ça s'est redécalé encore un peu, comme là, avec la vue générale de cette désolation. Le promontoire et la permanence, donc c'est la grande idée de Cole, que les empires sont liés à une croissance et une décroissance, tandis que l'état de nature, c'est évidemment toujours le problème
qui fascine les Américains à ce moment-là et qui fascine le monde occidental à ce moment-là, qui est cette question de l'état de nature qui est prégnant et que la nature, elle, est d'une stabilité, tandis qu'évidemment, ce que nous construisons du monde, lui, ne l'est pas. Alors, si je les passe les uns après les autres, qu'est-ce qu'on voit? Ça, c'est le premier. Ça, c'est ce que Cole appelle l'état sauvage, the savage state. Alors l'état sauvage, c'est pas compliqué. Hein. Enfin, vous avez évidemment au bout, c'est donc lui le même le dit. Hein, c'est donc au lever du matin, c'est-à-dire c'est le lever du jour. Donc on est au petit matin, c'est le petit printemps frais. C'est pas moi qui le disais lui. Hein. Et donc vous avez encore cette brume, cette levée du truc. Vous avez cette mer encore un peu agitée, les premiers incendies dont on ne sait pas exactement pourquoi ils sont faits, est-ce que c'est la foudre, etc. Et vous avez évidemment, sur le côté cette première communauté avec des huttes. Et puis au centre, vous avez, citation à Rousseau sur le grand texte à d'Alembert, cette question qui est, Rousseau disant dans le texte à d'Alembert, mettez un feu, faites danser des gens autour et vous créez une religion. Et donc c'est exactement ce qui est fait là. Et donc vous avez vous avez des petits gens, et des petits gens qui dansent autour d'un feu. Voilà, c'est très pixelisé, j'en suis désolé, mais voilà. Et donc vous avez ça, et puis de l'autre côté, donc ça, c'est ce que dira Cole, c'est-à-dire dans l'état primitif sauvage, vous avez le début de l'état de commun, c'est-à-dire l'être n'est plus seul, mais il se met en commun, et la fabrication de ce qu'on va appeler une spiritualité ou les proto-spiritualités. Et de l'autre, c'est évidemment l'état de la chasse, puisque vous avez un groupe de chasseurs ici, un chasseur ici, un cerf aux abois, et là vous avez toute une famille poursuivie par des chiens qui vont se jeter au-dessus d'un promontoire. Alors c'est important parce qu'on reverra cette question de ce saut dans le promontoire. Ici c'est des animaux, plus tard et dans l'état de destruction ce sera des humains. Bon, ça c'est la description simple, pratique, etc. Qu'est-ce qu'il faut voir à l'intérieur de cet objet ? Il faut voir à l'intérieur de ces objets une première chose qui est dans la théorie de Thomas Cole, qui est l'idée que ce tableau n'a pas grand-chose à voir. C'est-à-dire qu'il ne vous donne pas grand-chose à voir. Il y a peu de choses à voir dans ce tableau. Pourquoi ? Parce qu'il rentre dans le premier état structurel de la peinture, qui est celui de fabriquer une image de contemplation. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir des choses à voir, l'idée, c'est d'atteindre à un état général de contemplation dans ce tableau. Contemplation de ce qu'est l'état de nature, contemplation de ce qu'est l'état du paysage originel et contemplation de ce que serait un premier état de l'humanité à l'intérieur de ça. Et donc, depuis cet état de contemplation, il faut voir dans ce tableau trois grandes formes. La question de la violence, c'est-à-dire que le monde tel qu'il est violent, c'est-à-dire qu'il est ouvert à ce que les Grecs appellent un taoma, c'est-à-dire à un survenant et à une démesure du monde. C'est le démesure du vent, c'est la densité délirante de la végétation, c'est les nuages, c'est la monstruosité de ces images qui roulent et qui tournent. Donc il y a une violence du monde. Le monde est directement et immédiatement dans cet état de violence. La deuxième chose, c'est cette question de la chasse, c'est-à-dire que l'humanité est exclusivement dans un rapport de chasse. Et le troisième, c'est la production archaïque des sociétés, c'est-à-dire ce que Cole appellera les prémices de la civilisation. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Donc, toujours le même point de vue, toujours le même truc. On est, dira Cole, à la toute fin de la matinée. On est avant midi, mais c'est fin de la matinée, le soleil s'est levé, c'est agréable. Là, on est sur ce que Cole appelle « the Arcadian or pastoral state », c'est-à-dire l'état arcadien. C'est-à-dire on est dans cette grande tradition de ce qu'on appellerait plus vulgairement la question de l'âge d'or. Et donc, il va fabriquer cette image emblématique de l'iconographie américaine, qui avait déjà été fabriqué, hein, puisque ça avait été Chateaubriand avait fabriqué, et d'autres ont fabriqué, Byron ont fabriqué ça, etc. Qui est vraiment cette idée que le paysage américain, dans son immensité et dans soi-disant son état intact, est ouvert à une construction d'un monde nouveau et d'un monde qui va régénérer la question d'une nouvelle société, d'un nouveau commun. La différence, c'est que par rapport à la première image, la différence, c'est une extraordinaire stabilité de la nature
le temps est calme, il y a moins de nuages, la mer est toute calme, il n'y a absolument plus le danger. La première chose qu'on remarque, c'est une moins grande densité du végétal. Le végétal est travaillé, puisque la première chose que vous voyez, c'est en bas, ici, à l'angle droit du tableau, c'est une énorme souche. C'est-à-dire que le bois est taillé, le bois est travaillé. Le bois est travaillé pourquoi? Parce que ici, vous avez une ville, et que cette ville, il faut la construire, il faut la structurer. Et donc, on est dans l'état. Le premier état de la structure de la société, c'est qu'on est dans la construction. Et donc, vous allez remarquer à l'intérieur de ça, vous allez remarquer comme état de la construction des bateaux sur la mer, la ville. Vous allez remarquer ici un chantier naval, puisqu'il y a un bateau qui est en train de se construire. Et vous allez remarquer ici la fileuse. Donc on est aussi dans un travail sur la structuration du monde et donc le travail, la transformation du monde. Et évidemment, le point central qui va être emblématique pour Cole, qui est cette représentation d'un temple, d'un premier temple, qui est une copie de Stonehenge, mais qui est cette première forme du temple, à l'intérieur duquel des fumées sont en route, le feu jaillit, et donc tout le protocole de la création de la religion a été fait. Donc ça veut dire que pour Cole, ce premier état, c'est-à-dire ce premier état paisible de la structuration du commun, est un état où va se structurer la construction, enfin l'état de construction, c'est-à-dire l'architecture, le religieux et l'état de transformation du monde. C'est-à-dire on va commencer à transformer. Et c'est pour ça que vous allez voir au centre du tableau l'état pastoral en lui-même, puisque là vous allez voir un berger, et là vous allez voir sur le côté, vous allez voir ici un laboureur. Et donc vous avez à la fois les deux grands états de l'agriculture, qui est évidemment le pastoralisme et l'agriculture des céréales. Et vous avez sur le côté cette figure, deux figures alors il y a plusieurs figures emblématiques, parce que vous avez donc évidemment ici la fileuse, avec cette scène qui est assez alors évidemment, l'image est très pixelisée, donc je ne peux pas mieux faire, mais vous avez un enfant qui est sur ce bout de rocher ou ce bout de pont, on ne sait pas, qui est en train de dessiner une figure humaine, donc il dessine de manière très archaïque une figure humaine, donc le début de la question avec l'ombre projetée de l'enfant qui renvoie évidemment à l'idée du début chez Boutadès, du début de la peinture, du début de la figure, la fabrication de la figure. Et il y a l'ombre de l'enfant et la première figure délignée sur le sol. De l'autre côté, il y a cette femme qui tisse, et planquée là-bas derrière, dans cette jolie clairière, vous avez évidemment l'invention, enfin la première forme, les premières formes d'art, puisque vous avez la musique, puisque vous avez un joueur de flûte, et vous avez la danse et la chorégraphie, puisqu'il y a ça. Et à l'extrême opposé de ça, donc en diagonale, vous avez cette scène qui est extrêmement importante, qui est celle-ci, qui est le vieil homme et la géométrie, c'est-à-dire que le tableau est entièrement construit sur cette figure mathématique. C'est l'état pastoral, c'est l'état de l'Arcadie, c'est donc l'état premier où l'humanité commence par la géométrie, par la mathématique, par la danse, par la musique, à construire et transformer le monde. Et c'est cet état, voilà. Et donc il y a encore des petites fleurs, il y a des petits animaux, tout ça est très mignon. Il fait très beau, les arbres sont moins denses et moins angoissants que le reste. Les autels fument du sacrifice, voilà, une sorte d'état idéal d'un monde. Et donc on est très exactement dans ce qu'on appelle, dans cette période du romantisme, la phase de l'idéalisation. On est absolument dans cette idée que la peinture romantique, l'image romantique, est une image de l'idéalisation. Première peinture, c'était la contemplation. La deuxième, c'est l'idéalisation. Troisième image. Alors là, évidemment, changement massif. Vous avez toujours le promontoire qui est là. Et donc là, c'est évidemment dans l'idée de ce qui est le grand empire romain et dans l'idée évidemment que les États-Unis se construisent sur la modélisation de l'empire romain. Et donc vous avez cette même petite vallée, mais sauf que vous êtes décalé sur la gauche et vous voyez la rivière qui rentre. Et bien cette même petite vallée est devenue ça, c'est-à-dire elle est devenue une cité absolument complète. Et vous reconnaissez l'ensemble des bâtiments, puisque vous avez à la fois un phare, vous avez tous les magasins, le port, vous avez le temple, les tolos, les ponts, les arcs, le palais impérial qui est là, avec la figure de l'impératrice qui est là pendant que l'empereur fait son grand défilé. Et vous avez ici derrière tous les grands. Donc d'un côté vous avez les magasins et de l'autre côté vous avez ce qu'on appelle un palatin, c'est-à-dire un lieu palatial. Et donc l'opposition entre les deux, enfin voilà, tel que Cole l'imagine. Et vous avez au centre la représentation de Minerve qui est ici.
Donc Minerve qui est Athéna chez les Grecs, Minerve qui est elle aussi la déesse de la construction, de la stratégie et de la structuration du commun. Tableau de ce qu'on appelle ici l'état de glorification et l'état de la gloire. Ce qui est donc ce que vous voyez ici, c'est donc l'idéalisation d'un empire qui n'est pas très difficile à reconnaître en tant qu'empire romain et qui est donc évidemment une image et une métaphore de la construction de ce que sera l'empire américain, puisque c'est aussi le projet de Thomas Cole de montrer que ça s'est déplacé et que puisque les empires se sont effondrés d'un côté, ils vont renaître et recommencer de l'autre, et que vous avez donc dans ce tableau, vous avez donc ici, vous avez cette scène palatiale avec l'impératrice et ses enfants, avec cette fond-scène démesurée en taille, si on y réfléchit, mais bon, ça c'est encore un autre problème. Et donc vous avez ce nombre incalculable de gens qui participent à une procession qui est ce qu'on appelle un triomphe, puisque l'empereur qui est ici, l'empereur est entièrement vêtu de rouge, c'est-à-dire la toge de pourpre, qui est celle pour les triomphes, avec la palme de la victoire. Il est conduit par un éléphant, et vous avez l'ensemble de ce défilé avec, comme le dira Cole dira, avec des tentures de soie. Thomas Cole dira même que pour cette occasion, les bateaux se sont revêtus de voiles de soie, comme celui-ci qui est ici. Et donc il faut imaginer qu'au milieu de ça et au milieu de ces turiféraires et de cet encens qui se diffuse absolument de partout, il faut imaginer que l'empereur va faire le tour pour arriver ici, devant le temple où l'attend un cortège de prêtres habillés en blanc. Et donc vous avez, dans une sorte de grand délire de Thomas Cole, par ailleurs, vous avez une abondance de tout, puisque vous avez des gens collés absolument partout, sur les toits du temple, sur le tholos, à tout endroit, etc. Donc vous avez une image de ce que Cole va appeler la glorification de la gouvernance et la glorification de l'empire, c'est-à-dire le moment où on a accumulé ces premiers états, c'est-à-dire on a dominé l'état de nature, puis une fois qu'on a dominé l'état de nature, on a structuré à la fois la construction de l'agriculture et la construction du théologique pour en arriver à cet état qui est ici. Bon, voilà, on est vraiment au début dans l'histoire de la peinture américaine. On est vraiment dans le début de cette grande peinture ultra symboliste qui est donc un état de glorification. Un état de glorification. Donc, ce qui veut dire que là où nous en sommes, on a le premier tableau qui est dans l'histoire de l'art, je parle, pas obligatoirement que dans l'histoire de la représentation. Dans l'histoire de l'art, le premier tableau fait état d'un rapport de contemplation, c'est-à-dire moi, spectateur, j'ai un rapport de contemplation. Dans le deuxième, un rapport d'idéalisation. Dans le troisième, un rapport de glorification. Et donc, on va avoir les deux autres et on va voir ce qui se passe avec les deux autres. Quatrième tableau. Le quatrième tableau se nomme dans le... Ah oui, j'ai oublié de vous dire que celui-ci, le titre du troisième tableau s'appelle The Consummation. La consommation de l'Empire, c'est-à-dire l'apothéose de ce qu'est l'Empire et la structuration de ce qui est fait. Le quatrième tableau s'appelle Destruction, la destruction. Et donc, c'est la même ville, le même point de vue, mais qui est un tout petit peu décalé, avec l'effondrement de tout, puisque tous les bâtiments, de nouveau, l'état de nature est revenu, c'est-à-dire que la tempête a lieu, c'est-à-dire qu'il y a, dans la grande théorie du Sturm und Drang du romantisme allemand, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre la tempête du monde. Oui, je sais, mon accent allemand fait rire, oui. Mais bon, c'est cette question, c'est-à-dire qu'il y a à la fois ce Sturm, c'est-à-dire cette tempête du monde qui est en relation avec cette colère et cette violence de l'humanité. Et là, on est dans le romantisme noir, c'est-à-dire qu'on a dépassé le stade de l'idéalisation et le stade de la glorification pour rentrer dans un stade beaucoup plus triste, beaucoup plus interprétatif de ce qu'est l'état de dégradation du monde. Alors ce tableau est rempli de colère, rempli de terreur, d'incendies dans tous les sens, de nuages qui tournent, de nuages qui se fondent, d'incendies. Tout le monde se bat, il y a des morts absolument partout, tout s'effondre, le pont s'effondre. Vous avez cette femme qui pour échapper au viol va se jeter depuis le parapet. Et puis vous avez évidemment, ça c'est assez emblématique, donc la signature de Thomas Cole 1836, vous avez ce qui est assez emblématique, disparition de la sculpture de Minerve, ce n'est plus Minerve qui préside, vous avez cette sculpture qui est donc une citation quasiment parfaite du gladiateur Borghese,
Et donc on est sur un rapport de lutte, ce n'est plus qu'un état guerrier, ce n'est plus qu'un état de guerre, et ce gladiateur a perdu à la fois sa main et a perdu sa tête qui est effondrée, qui est jonchée sur le sol et qui donc désigne évidemment la fin d'un état de culture, fin d'un état civilisationnel, etc., etc. Donc, pour Thomas Cole, on est sur cette lecture d'une préconisation, on va dire, interprétative et prophétique depuis le romantisme sombre, que les empires sont tous voués à un effondrement. On est dans le début de la construction de l'Empire américain. Et dernière image, qui est la plus étrange, d'un point de vue stylistique d'ailleurs, qui est donc la dernière, qui s'appelle Désolation, et qui est donc le même point de vue. Et dans cette image, on se retrouve presque comme dans la première, c'est-à-dire qu'il n'y a presque plus rien à voir. Il n'y a qu'un état de ruine. On reconnaît 2-3 éléments, dont les magasins et le Prytanée qui sont là avec les colonnades. On reconnaît évidemment toujours le promontoire qui, lui, n'a pas bougé, et quelques trucs qui restent. Et la seule chose qui demeure dans ce tableau, alors sur lequel, évidemment, Thomas Cole insiste beaucoup dans cet état, où est-ce qu'il est ? Il est là. La seule chose qui reste, c'est en bas, c'est la seule trace d'un vivant, c'est ce héron qui est devenu noir, qui se reflète dans l'eau de la rivière, et qui devient cette seule figure vivante encore présente, c'est-à-dire l'état de nature est revenu, et le héron qui n'est même plus dans une forme, un héron blanc, il est dans ce truc, et il fait ce reflet, ce specchionero, il fait ce reflet, et il indique quelque chose d'un nouveau stade dans l'histoire de la peinture, qui est évidemment le stade propre à un état particulier du 19e siècle, qui est que l'image conduit à l'expérience de la mélancolie. Puisque ce qu'on voit ici, c'est un état de désolation, c'est-à-dire que on sait que ça a déjà eu lieu, et on sait qu'il y a un cycle infini de ces états de destruction et de dégradation. Ce qui veut dire que, pourquoi je vous parle de cet ensemble de peintures ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, d'un point de vue très historique, ce cycle de peinture est emblématique du fondateur de ce qu'on appelle le romantisme américain, de la Hudson School River. Et donc ça, c'est important. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fabrique dans l'histoire de l'art ? Qu'est-ce que ça dit dans l'histoire de la représentation américaine ? Et qu'est-ce que ça dit de cette collusion entre l'idée d'un reliquat ultra symbolisé et mythologisé d'un monde occidental, et particulièrement d'un monde antique, avec la question de cet état de nature qui est cette fascination du monde américain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que ça dit, c'est que ça dit une préoccupation particulière dans l'état de l'image et dans la fabrique de l'image à ce qu'on appelle la question des cycles. C'est-à-dire que ce qui doit être fait, c'est-à-dire qu'il y a, et qui est très fortement impliqué au XIXe siècle, c'est que l'artiste au XIXe siècle est le nouveau prophète. Et donc, il y a là aussi, et c'est ce que vont faire tous ces grands instigateurs de cette école du romantisme américain, c'est qu'il y a quelque chose à lire dans l'état du monde. Et que l'état du monde soit un état parfait avec une cascade ou un paysage originel, ou que ce soit celui d'une construction, ou que ce soit celui de la ville qui se construise, etc., ou d'une dégradation. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, l'artiste, c'est-à-dire celui qui produit des images, a une tâche prophétique, c'est-à-dire d'annoncer ce qui sera aussi le cycle des éléments. Et donc là, c'est exactement ce qu'on voit, c'est-à-dire pour les États-Unis, il y a une sorte de grand cycle depuis l'état de nature jusqu'à la fabrique de quelque chose, jusqu'à l'hypothèse d'une apothéose qui est au centre du cycle, une apothéose de l'Empire, mais qui pourrait présupposer l'idée d'une dégradation. Et troisième chose, et troisième hypothèse, qui est extrêmement importante, c'est de considérer que le cours de l'Empire de Thomas Cole, c'est à la fois ce que je viens de dire sur une histoire de l'art américain, mais que c'est aussi, de manière assez exemplaire, une sorte de résumé du romantisme international. C'est-à-dire que le romantisme international déployé en 5 temps et en 5 mouvements. L'œuvre romantique, l'image romantique sert, à produire un état de contemplation. Et ça, on l'a chez un nombre incalculable d'artistes de cette époque. C'est-à-dire il y a quelque chose à voir de ce côté-là. Il y a un état de contemplation et on doit produire cet état de contemplation. 2,
L'image romantique, elle est liée à ce qu'on appelle une idéalisation, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que 30 ans auparavant avait lieu ce qu'on appelle l'idéalisme allemand et qu'on a construit cette idée que l'image doit adhérer à une idéalisation de l'être à partir de la question de la transcendance du sujet. Donc, c'est-à-dire que je suis capable de construire une représentation et je suis capable d'interpréter les modalités du monde. Et donc là, on va le construire, on va idéaliser. L'opérateur artiste est capable d'idéaliser une fonction de représentation. 3, la question de la glorification, c'est-à-dire la question de l'adhésion symptomatique pour le romantisme entre ce qu'on appelle l'idée d'un état de nature et l'idée d'une visée morale. C'est tout le travail qui avait été fait par exemple par Winckelmann, l'idée d'aller rechercher chez les Grecs cette idée que faire du beau, c'est produire du bon politique. Et donc il y a ça qui est contenu à l'intérieur de ça, qui est la grande question de la conclusion du romantisme, c'est que dans le romantisme, produire du beau, c'est produire de la bonne politique, et donc c'est plus ou moins ce qui est indiqué ici, d'où la glorification de cet état de gouvernance et la glorification de l'état esthétique de la culture. Et puis les deux derniers trucs, c'est évidemment que l'œuvre romantique est aussi, en tant qu'œuvre noire, sombre, dans le romantisme sombre, c'est aussi cette nécessité à produire un modèle d'interprétation sur l'état du monde et à ouvrir à un champ qui est nouveau pour la modernité, qui est ce champ de la mélancolie, c'est-à-dire le fait que malgré la gloire des systèmes et malgré l'idéalisation, il n'y a jamais autre chose qu'une infinie succession de dégradations. Et donc, on oscille dans cette histoire de l'art entre ces trois fonctions, contemplation, idéalisation, glorification, interprétation et mélancolie. Fin de l'affaire.